Deuxième keynote de cette seconde partie de la matinée, Claude Onesta. Ai-je encore à vous présenter, Claude? C'est la question que je me pose, à mon avis, non, mais je vais quand même le faire. Qui ne vous connaît pas? Quel amateur de sport ne vous connaît pas? L'homme au plus beau palmarès parmi les entraîneurs français. 9 titres internationaux lorsque vous entraîniez l'équipe de France de handball, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, élu meilleur entraîneur au monde. Claude Onesta, vous avez fait briller la France au firmament des médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en tant que directeur général de la haute performance à l'Agence nationale du sport. Le président de la République vous avait fixé un objectif, classer la France dans le top 5 des nations olympiques, et vous y êtes parvenu. Une 5e place avec 64 médailles, dont 16 en or, j'espère ne pas me tromper. C'est une performance avec des athlètes qui pourtant, pour la plupart, étaient les mêmes que Jeux Olympiques de Tokyo 4 ans auparavant et qui avaient porté la France à l'époque à la 8e place. Alors comment avez-vous fait? Au lendemain de la clôture des Jeux, le journal Le Monde parlait de l'effet pays hôte. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'était l'effet Onesta et de son plan coach. Et vous allez nous dire à présent s'il est applicable au monde de l'entreprise pour gagner, là aussi, la première place, ou en tout cas la 5e. Merci beaucoup, Claude Onesta, de nous rejoindre, avec Michel Baugier, qui va jouer l'interface dans la discussion. Merci beaucoup, Michel. Claude, je vous en prie. Donc, Claude, les athlètes ont été les héros des Jeux Olympiques. Tout le monde se souvient des noms de Dupont, Marchand, Teddy Riner, les frères Lebrun. Moi, celui qui m'a particulièrement ému, c'est celui qui a obtenu la première médaille d'or le premier après-midi des Jeux Olympiques, c'est Dupont, qui a transformé une balle de rugby en une balle magique, et pour marquer les essais et pour battre les meilleurs mondiaux qui sont les Fidjiens. On attribue à Tony Estanguet le crédit d'une organisation des Jeux Olympiques qui a été absolument irréprochable, que ce soit en termes d'éco-responsabilité, que ce soit en termes de sécurité. Mais c'est à vous, Claude, que revient le crédit pour ce tableau que vous voyez derrière vous, et comme l'a dit Isabelle Malivoire, la 5e place sur le classement des médailles et les 64 médailles. Et je le rappelle, ça a été dit par Isabelle, je le rappelle, c'était un objectif que le président Emmanuel Macron avait fixé à Claude Onesta, personnellement et directement. Donc, la question, Claude, comment est-ce possible? Qu'avez-vous fait? Bonjour à toutes et tous. Quelqu'un l'a dit avant moi, c'est parce qu'on ne savait pas que c'était impossible qu'on l'a fait. Effectivement, quand le président de la République me demande si je veux m'occuper de ça, et c'est 7 ans avant les Jeux, c'est-à-dire au moment où le Comité international olympique désigne la France pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, on me fait venir, on me dit, il va falloir les organiser, et ça, on est plutôt capable de le faire dans de bonnes conditions, mais pour que la fête soit réelle, il faut que les Français soient au rendez-vous des performances sportives. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut transformer dans un temps court pour que ces résultats soient nettement améliorés? Alors, vous savez, dans le sport de haut niveau, par principe, on ne sait jamais où on va. Parce que si on se contente d'aller là où on sait, on arrive toujours après les autres. Donc ça veut dire que pour arriver avant les autres, il faut être capable d'aller explorer, d'aller essayer des choses que les autres n'ont pas encore vues. Et on cherche toujours à avoir ce coup d'avance qui va nous permettre de... Alors, quand j'ai dit oui au président de la République, je pense que je n'avais pas bien évalué le challenge qui m'était proposé. Alors, non pas
non pas dans l'organisation du challenge sportif. Celui-là, je pense que je l'avais à peu près évalué, mais je n'avais pas compris dans quel environnement tout ça allait me propulser. Et jusque-là, j'avais un parcours effectivement d'entraîneur, mais entraîneur d'une équipe de France. Je ne dis pas que c'est facile d'être champion olympique ou champion du monde, ça ne l'est pas, mais vous maîtrisez à peu près l'ensemble des paramètres. Vous avez votre équipe, vos joueurs, vous les connaissez, vous avez vos adversaires que vous identifiez, vous avez des environnements qui sont à peu près stables. Je n'avais pas compris que venir essayer de transformer le modèle du sport français pour 35 fédérations qui ont des épreuves aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, je n'avais pas compris que ça allait se passer dans un environnement politique complexe, dans un environnement d'une administration omniprésente et tout aussi complexe. Et j'avais l'impression que pour aller vite, il allait falloir s'accommoder de tout ça. Or, s'il y a un truc que j'ai appris au bout de 7 ans, c'est qu'aller vite avec l'administration française, c'est pas vraiment l'habitude ni la démarche qui est la leur. Et tous les jours, on me demandait, mais par où allez-vous passer pour réaliser cette performance? Je disais, écoutez, si je le savais, je l'aurais déjà fait. Donc, si je suis là, c'est parce que ceux qui étaient là précédemment n'ont pas su le faire, et je vais essayer. Alors, je vais essayer d'aller prendre un chemin, ne pas me tromper. Si je me trompe, j'en prendrai un autre. Alors là, je pense que je les ai assez rapidement terrorisés. C'est-à-dire que donner de l'argent public à quelqu'un qui ne savait pas où il allait et qui allait en faire un peu ce qu'il voulait, c'était... Alors, on a eu le Conseil d'État contre nous, la Cour des comptes contre nous. Et moi, je me sentais tout petit avec tout ça. Et pourtant, à la fin, c'est vrai que les gens m'ont dit ça a été une aventure merveilleuse. Non, franchement, je me suis emmerdé tous les jours. Je me suis demandé tous les jours ce que je foutais dans cette galère. Et j'avais quand même le sentiment d'être en mission parce que quand vous avez vécu comme moi 30 à 40 ans de votre vie professionnelle dans le monde du sport de haut niveau, essayez de le transformer et de permettre à ceux qui arriveront par la suite d'avoir un chemin mieux établi, des organisations, des structures plus solides, ça me paraissait être indispensable. Et même jusqu'au jeu, où on m'a dit, alors là, tu as dû te régaler. Les jeux, c'était tellement magnifique. Non, je ne me suis pas régalé une seconde. Et quand on m'a dit à la fin, mais quelle fierté, non, juste soulagé. Soulagé qu'à la fin, on arrête de me taper sur la tête. Et je savais depuis le premier jour que quand vous venez là, vous acceptez de jouer le rôle un peu du con, c'est-à-dire on vous donne a priori tous les moyens, mais on vous les enlève en même temps tous les jours. Mais vous savez très bien, et je le disais, j'avais dû vous le dire peut-être à Ho Chi Minh quand on l'avait évoqué, je savais qu'à la fin, si on me voyait sur les plateaux de télévision, c'était mauvais signe. Parce qu'en règle générale, quand ça marche, ils sont nombreux à être sur la photo. Quand ça marche peu, vous êtes un peu tout seul sur la photo pour assumer les coups de bâton. Donc j'avoue que j'ai pas eu de coups de bâton à la fin, mais pour revenir à ta question, je pense que ceux qui sont responsables de la performance et des résultats, c'est avant tout les sportifs qui sont allés chercher ces médailles. J'ai une question qui me passe en tête, sans révéler les chiffres, parce que c'est confidentiel, mais vous aviez une enveloppe budgétaire à gérer, c'est-à-dire vous aviez de l'argent public à gérer. Oui. Parce que ça, c'est pas évident pour tout le monde. Réorganiser des fédérations, on peut pas le faire sans avoir une enveloppe budgétaire. Oui, j'avais en fait les moyens distribués par l'État aux fédérations pour soutenir les projets de performance de chacune d'entre elles. Alors c'est un budget, pour ça de temps en temps quand les politiques disent bon maintenant on va serrer les budgets,
j'avais un budget de la dernière année de 114 millions d'euros pour distribuer à 35 fédérations. Alors quand Bercy a commencé à nous dire qu'il allait falloir faire avec moins dans les années à venir, j'ai juste dit, mais vous savez, avec 114 millions pour 35 fédérations, et je l'ai dit depuis le premier jour, il ne s'agit pas d'augmenter les moyens. Vous savez, vous êtes des entrepreneurs. Distribuer plus de moyens, il y a des gens qui ne savent pas faire mieux avec plus. Tout le monde vous dit, si j'avais plus d'argent, j'aurais de meilleurs résultats. Ben, je peux vous assurer que ce n'est pas une réalité. Il y a des gens avec plus d'argent qui vont en dépenser plus, mais qui n'auront pas de meilleurs résultats. Donc ça veut dire qu'effectivement, la structuration, l'expertise, les savoir-faire, il faut les interroger, il faut être capable, sur chaque projet de fédération, d'identifier ce qui fonctionne bien, quels sont les points de faiblesse, sur quoi il faut agir. Et on a essayé de faire quelque chose, puisqu'on remplaçait le modèle, je dirais, du ministère, qui était un modèle tout à fait global, où en gros, dans les ministères français, l'administration française, vous avez une structure dans laquelle vous essayez de faire rentrer tout le monde. Et le sport de haut niveau, c'est l'inverse, c'est-à-dire il faut passer je dirais, du prêt-à-porter à la haute couture, et il faut aller voir chacun pour savoir quelle est la problématique de chacun et comment on va pouvoir la traiter pour essayer d'améliorer et d'optimiser ce potentiel pour en faire des résultats. Donc je pense que toute cette démarche a été... Donc 114 millions, c'est de l'argent, hein, et je pense que quand vous le distribuez, les gens sont contents de le recevoir. Et pour autant, ça ne nous permettait pas de transformer le modèle. Mais par contre, le modèle français équivaut, parce qu'on nous a souvent parlé du modèle britannique, les moyens qui sont distribués par la France sont aussi conséquents que ceux de nos voisins. Alors je ne parle pas de la Chine et des États-Unis, bien sûr, mais les pays qui sont nos adversaires de proximité, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, sont dans des distributions de moyens à peu près équivalentes. Donc on est pas mal traité. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas trop bien traité, mais on avait les moyens de réaliser. Et alors, je reprends juste ce que disait Isabelle. J'aurais aimé avoir 4 ans entre Tokyo et Paris, mais il n'y en avait déjà que 3. Donc effectivement, quand je sors de Tokyo avec 33 médailles, alors l'agence a été créée 2 ans avant, sauf qu'il y a eu 2 ans de Covid. Donc ce n'était pas la meilleure façon pour modifier l'entraînement de gens qui étaient enfermés chez eux et de les faire participer à des compétitions qui n'existaient plus. Donc pendant 2 ans, il ne se passe rien, on fait Tokyo, 33 médailles. Et là, Macron, quand je rentre de Tokyo, me dit, bon, je reçois les athlètes dans quelques jours, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Et c'est là qu'on se met d'accord pour identifier la 5e place. Et je sais pourtant, à ce moment-là, quand je le lui dis, qu'il va falloir doubler le nombre de médailles. Et doubler le nombre de médailles avec les mêmes athlètes, les mêmes coachs, et en 3 ans, je peux vous assurer qu'au moment où je le lui ai dit, je ne savais pas par où on allait passer. Mais je crois que, et c'est là que je veux témoigner de ce que peut être la performance. Et peut-être pour écouter ce que j'entends depuis 3 jours, il est dans tous vos débats, il est très souvent, c'est pour ça que vous êtes souvent issus du monde des ingénieurs, donc on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de maîtrise, des process. Je trouve qu'on parle moins des hommes, et je veux témoigner que la performance, c'est bien sûr un socle technique qui doit être le plus performant possible, mais ça reste porté par des hommes qui ne sont pas plus bêtes que vous, travaillent autant que vous, et donc vont les entraîner aussi bien que vous. Donc ça veut dire que la différence que vous ferez dans ce champ-là sera minime, et elle ne vous permettra pas de transformer votre résultat de manière aussi conséquente. Donc il a fallu aller travailler sur d'autres champs, sur lesquels on travaillait moins, et notamment l'encadrement, le management.
le coaching, c'est-à-dire les gens qui vont faire et qui vont accompagner l'athlète dans sa démarche de qualité et surtout qui vont lui permettre de croire en une aventure possible. C'est-à-dire qu'un athlète qui est entouré de gens dépressifs, même s'il a beaucoup de qualité, il va finir par avoir des doutes sur sa capacité à réussir. Donc on a beaucoup investi, beaucoup agi sur l'encadrement, on les a beaucoup valorisés, réunis, on a augmenté leur salaire, on les a réunis en séminaire très souvent, on leur a fait partager leurs doutes, leurs difficultés, et petit à petit on a vu, je crois qu'on a réussi à constituer une équipe de France des coachs. Et plus les coachs se sentaient forts, plus leurs athlètes devenaient confiants. Donc tous ces... Vous savez, quand on dit, on me demande souvent de venir dans le monde de l'entreprise pour évoquer comment on constitue des équipes, comment on les fait fonctionner et surtout comment on essaie de les faire performer. Je crois qu'il y a beaucoup, effectivement, au-delà du socle technique incontournable, il y a beaucoup de cette démarche, de ces relations qui vont permettre une forme d'adhésion, d'appropriation et petit à petit, ces acteurs ne sont plus des acteurs qui subissent un projet qui est décidé par d'autres, mais vont devenir véritablement des co-acteurs de ce projet. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire dans ce temps court. Et plus ça avançait, plus ils étaient persuadés que ça devenait possible. Et plus ça devenait possible, et plus ça l'a été. Claude, vous me donnez la main pour une transition, parce que vous avez parlé de l'humain, de l'importance de l'humain. Quand vous étiez à la tête de l'équipe de France de handball, vous étiez un entraîneur qui était différent des autres entraîneurs, au sens où vous faisiez en sorte que les joueurs appréhendent leurs responsabilités au sein du groupe et se fixent eux-mêmes les objectifs et les responsabilités. C'était du management humain que vous avez fait, qui vous a rapporté tant de trophées. Comment pouvez-vous tirer un parallèle entre le management humain que vous avez connu dans les Jeux Olympiques, dans l'équipe de France de hand, et le management humain dans les entreprises privées? Je crois que c'est... Alors, encore une fois, un jour, je faisais une intervention chez Veolia et le patron du groupe disait, mais est-ce que vous pensez que ce que vous faites avec vos 15-30 personnes, je peux le faire, moi, avec mes 200 000. Alors je dis, je n'ai pas la prétention de vous dire comment on gère 200 000 personnes, je ne m'y suis jamais essayé, mais je pense quand même que les 200 000 que vous avez en face de vous, ils sont tous organisés en équipes de 10, de 15, et donc les problématiques de ces équipes-là doivent permettre effectivement de dupliquer cette démarche. Alors la démarche, souvent les gens me disent « Ah oui, toi tu es un peu l'apôtre du management participatif, collaboratif ». Non, non. Si je fais ça, c'est pas parce que je suis gentil. Je peux vous assurer que je peux ne pas être gentil. Je peux tuer avec le sourire. Donc j'ai pas d'état d'âme sur la capacité à manager un projet ou à le faire avancer. Par contre, j'ai compris que plus vous associez les gens, et plus vous allez leur permettre de s'engager et surtout de se responsabiliser. Il n'y a rien de pire que des gens qui subissent le projet et qui sont dans des logiques d'obéissance. Alors peut-être, là encore une fois, je ne connais pas vos publics dans ces zones du monde, qui peut-être, alors de l'endroit où je regarde, parfois me paraissent plus obéissants que des jeunes Français. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que plus vous avez affaire à des gens obéissants, ne perdez jamais de vue que quelqu'un qui est obéissant n'est pas forcément d'accord avec vous. Il ne vous le dira pas, il a compris que la hiérarchie qui s'établit entre lui et vous fait qu'il doit obéir. Pour autant, si ce que vous portez ne fonctionne pas, ne comptez pas sur lui pour essayer de venir à votre secours. Il a accepté que vous soyez celui qui décide pour lui,
vous allez devoir décider de tout, et même quand ça ira très mal. Donc si vous voulez essayer d'avoir un peu plus des gens associés, fédérés, sur un projet que l'on va porter ensemble, eh bien il faut effectivement les habituer à une forme de... Il a été beaucoup question d'innovation, d'exploration. Ben, cette innovation, si vous êtes le seul à la porter, si les autres sont cachés sous la table en attendant, il ne va pas se passer grand-chose. Si par contre vous arrivez à le partager, et si tous les jours vous avez des gens qui viennent vous trouver en disant « j'ai pensé à ça, on pourrait essayer ça », petit à petit, ce projet que vous dirigez, ça va être un projet beaucoup plus profitable et beaucoup plus performant. Donc, moi, je l'ai construit comme ça, mais le participatif, c'est pas, je dirais, de la démagogie de on va prendre toutes les décisions, on va voter pour tout. Non, non. La décision, c'est moi qui la prends, parce que j'ai été missionné pour ça. Par contre, le fait d'avoir échangé avec les acteurs avant de prendre cette décision fait que, au moment où je la prends, je tiens compte de tout ce que j'ai pu, tout ce qu'on a pu me proposer, et je vais en faire la décision qui me paraît être d'intérêt collectif. Et donc, à partir de là, je considère que cette décision engage tout le monde, et chacun va devoir travailler dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que, dans le monde le plus participatif qu'il soit, il y a des moments où les choses vont dériver, où ça va être moins efficace, et là, d'autorité, vous allez reprendre la main, redevenir directif, dans le temps où tout le monde va se repositionner, retrouver à peu près le fil de l'aventure et de sa fonction, et petit à petit, une fois que tout ça aura recommencé à être opérationnel, vous allez à nouveau pouvoir libérer et laisser les gens aller, parce que si vous voulez qu'ils aient de l'autonomie dans le moment le plus compliqué, vous êtes tous, nous on a des compétitions qui sont de niveau mondial, vous avez vos propres compétitions de niveau mondial ou presque, et qu'est-ce que vous avez au cœur de la compétition? Il y a des moments de bascule qui vont faire qu'on réussit ou on échoue. Dans ces moments-là, si vous voulez que votre équipe soit la plus solide possible, il faut qu'elle soit la plus associée possible. Moins elle va être associée, plus ils vont aller en protection et ils vont vous laisser aller seuls à l'aventure et au combat. Donc ça veut dire, plus vous les avez associés, plus votre équipe va être solide. Et je peux vous avouer que dans beaucoup de finales qu'on a jouées avec l'équipe de France de handball, j'ai souvent vu ces finales être gagnées, non pas parce qu'on était bien meilleur que nos adversaires. Vous savez, quand vous faites la finale des Jeux Olympiques, le type qui est en face de vous, il n'est pas bien plus bête que vous. Hein. Il est aussi bon que vous, il a des joueurs aussi bons que les vôtres, hein. Sauf qu'il y a un moment où il faut que ça bascule du bon côté. Donc, j'avais le sentiment parfois que ces équipes, souvent obéissantes, quand ça devenait difficile, elles commençaient à s'éparpiller, elles commençaient à se disperser, et chacun commençait à chercher des protections, alors que les nôtres, ils avaient tendance au contraire à se fédérer et à devenir encore plus forts devant la difficulté. Donc, je continue à penser que ce soit dans le monde de l'entreprise comme dans le monde du sport, et Dieu sait que vous avez des managers dans vos entreprises, et Dieu sait que parfois, si vous en aviez moins, ça marcherait mieux. Parce que c'est aussi le modèle de l'administration. Dans l'administration, on ne vous demande pas ce que vous voulez faire. On vous demande, est-ce que vous voulez être chef, sous-chef, petit chef? Et à la fin, plus personne ne sait qui décide de quoi, et les décisions ne se prennent jamais. Là, quand effectivement les managers, plus vous mettez de strates intermédiaires, plus la prise de décision devient complexe. Alors, c'est très bien pour celui qui est tout en haut et qui n'a pas envie d'être emmerdé par ceux qui sont tout en bas, vous mettez plein de strates et comme ça les problèmes ne vous remontent jamais. Sauf que c'est pas très efficace, c'est ce que je pense. Et plus vous allez accepter
de libérer un peu ces espaces intermédiaires, plus vous allez être dans des fonctionnements, je dirais, plus horizontaux, et pas complètement, mais plus vous allez avoir des gens qui vont s'associer à vous pour trouver les solutions. Et plus ça devient efficace. Donc, oui, le management est quelque chose d'essentiel. Le monde de l'entreprise me sollicite beaucoup pour venir partager avec eux ces sujets-là. Et j'avoue que, effectivement, vous savez, les hommes, moi, mes joueurs, c'est des travailleurs, hein, c'est pas des gens qui s'amusent avec un ballon. C'est leur activité principale, c'est leur carrière, c'est ce qui fait vivre leur famille. Donc, ils gèrent ça comme une carrière professionnelle et ils s'amusent pas de tout ça. Donc, ils ont besoin, effectivement, de voir quelle peut être la mission, quelle peut être la fonction, quelle peut être la place, comment ça peut évoluer dans le temps. Et je crois que c'est ni plus ni moins que ce qui s'organise dans des équipes, en entreprise. Et je pense qu'encore une fois, tout ça vaut par... Vous savez, je dis souvent en rigolant, je dis, est-ce que vous savez dire bonjour à votre équipe le matin? Alors les gens disent, ben, bien sûr, on sait dire bonjour, tout le monde sait dire bonjour. Ben, il y a plein de façons de dire bonjour. Ben, déjà, la première façon, c'est de ne pas dire bonjour. C'est-à-dire, vous allez dans votre bureau, vous avez traversé des couloirs et vous voyez personne et vous faites en sorte que personne ne s'intéresse à vous, ne vous pose de questions. Puis, vous pouvez aussi traverser en faisant un signe de la main, là, vous avez dit bonjour. Et puis un autre va arriver, il va dire, bon, ben, je vais quand même essayer, j'ai une équipe d'une 20aine de personnes, je vais quand même m'arrêter devant chacun et dire bonjour en essayant de ne pas me tromper de prénom. Et ça vous donne une relation un peu plus individualisée. Et puis le dernier, il va dire, ben, si en plus de ça, je suis capable d'avoir un mot pour chacun. Alors un mot pour chacun, il ne s'agit pas de faire des romans, mais un mot sur, peut-être, j'ai besoin que tu m'éclaires sur ce sujet, ta mission sur le terrain, moi il y a longtemps que j'en suis un peu éloigné, si tu peux me dire quel est le ressenti, quel est le truc, ça va m'aider à avancer. Là, tout d'un coup, vous avez dit à quelqu'un, je n'ai pas d'intérêt que pour votre temps de travail, j'ai aussi de l'intérêt pour ce que vous savez, pour votre expérience, pour ce que vous vivez. Et donc, ça va m'enrichir, et si on échange là-dessus, on va être plus fort ensemble. Et puis, de temps en temps, ça peut être quelque chose sur le plan personnel. Ah, ben, je sais que ton gamin est malade. Bon, comment, si tu as besoin de quelque chose, si on peut t'aider. Je peux vous assurer que le premier qui a dit bonjour à personne, il n'a pas perdu la moindre seconde de sa journée précieuse. Le deuxième, il a perdu pas grand-chose non plus, un peu d'énergie pour le signe de la main. Le deuxième, il a dû perdre 5 minutes en s'arrêtant un peu sur tout le monde. Et le troisième, il a perdu 10 minutes. Ben, les 10 minutes qu'il a perdues, quand on regarde ce que ça va avoir généré chez chacun de ses collaborateurs, il va les récupérer 100 fois dans la journée. Parce que quand on parle souvent, on me pose souvent, comment faites-vous pour motiver les membres d'une équipe? Ben, je dis souvent que la question ne se pose pas comme ça. Réfléchissons comment ne pas les démotiver pour ne pas se poser la question d'avoir à les remotiver. Et comment ne pas les démotiver, c'est comment faire en sorte que cette relation au travail ne soit pas une punition. Et qu'au contraire, ça soit quelque chose potentiellement épanouissant, potentiellement nourrissant pour chacun d'entre eux, bien au-delà de la rémunération ou des primes qu'on pense devoir mettre pour activer tout ça. Donc, je crois que une partie de la réussite et de la performance naît de la relation des individus au projet et non pas, c'est comment passer du projet du chef au projet de l'équipe. Claude, pour parler de sociabilité, de convivialité,
Nous vivons à l'ère du numérique et des réseaux sociaux, qui sont parfois exactement l'opposé de ce que vous venez d'expliquer. C'est vrai pour les athlètes, c'est vrai dans les fédérations, c'est vrai pour les cadres d'entreprise. Quels conseils pourriez-vous donner aux cadres et aux chefs d'entreprise que vous avez ici devant vous pour appréhender les changements dus au numérique? Alors, je suis pas un spécialiste. Je fais partie de ces vieux dinosaures qui, alors peut-être par posture, qui ont dit « je n'aurai pas de compte Facebook, je n'aurai pas de compte Twitter, je n'aurai pas de compte Instagram ». Donc je ne sais pas comment ça marche. Alors j'ai quand même dans mes équipes autour de moi des gens qui savent très bien comment ça marche et qui m'alimentent d'infos autant que de besoin. Donc, mais vous savez, depuis, bon, c'est stupide de dire, tu viens en Inde pour dire que tu n'entends parler que d'innovation technologique, et toi tu t'es je dirais, à la préhistoire. Mais ça ne m'empêche pas de regarder quels sont les effets. Alors j'ai bien aimé ce matin notre scientifique indien. Sharad Sharma. Oui, Monsieur Charmant. Quand même, la lecture que j'avais de tout ça, elle était jusque-là limitée à messieurs Musk et Bezos. Mon Dieu, que ce bonhomme, ce matin, m'a fait du bien. Si la science peut servir l'idéal social. Alors quand il parle effectivement de spiritualité, de philosophie, c'est vrai que je ne suis pas sûr que les deux autres Américains, là, soient bien préoccupés par tout ça. Donc, oui, quand il explique ce matin que ce projet scientifique pour faire grandir cette population terrible de l'Inde, et quand tout d'un coup il dit, ben, oui, mais quand on se rend compte que toutes ces transactions, elles vont être impactées par les 1% de taxes que vont prendre Visa ou Mastercard, c'est pas possible, il dit. C'est pas possible, mais au moment où il dit c'est pas possible, tout le monde autour de lui a lui dire, mais tu peux pas faire autrement. Tu comprends bien qu'ils vont pas te laisser t'en sortir comme ça. Eh bien, ils l'ont fait. C'est-à-dire que c'est peut-être des utopistes, des idéalistes, je ne sais pas comment il faut les appeler, sauf qu'ils ont réussi à ce que cette transformation du numérique, il le dit, l'innovation technologique, c'est un bien public. Et tant qu'on peut penser que c'est un bien public, on va faire en sorte que ça serve ce public. Et pas le public qui se serve de l'innovation pour essayer d'améliorer son périmètre, son pouvoir. Donc, le numérique, je ne suis pas un spécialiste, et la philosophie, je ne me prétends pas non plus un spécialiste, mais j'ai lu un petit fascicule, la petite poussette de Michel Serres, où effectivement, il nous parle de cette génération, la petite poussette, c'est pas le bébé qu'on promène, hein, c'est ceux qui se servent de leur pouce pour tous ces messages agités qu'ils s'envoient toute la journée. Et effectivement, on se rend compte, et là je rejoins peut-être le périmètre de la question précédente, la population aujourd'hui, cette population, et pas uniquement les jeunes, hein, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui êtes agiles avec vos pouces, et qui s'entraînaient et s'activaient tous les jours. Et je pense qu'effectivement, moi, ce qui m'éclaire, c'est que ces gens-là, toute la journée, prennent la parole, commentent. Alors j'aime, je like, je sais pas quoi là. Mais donc c'est une façon de regarder le monde et de vivre au contact de ce monde et de partager, alors avec des groupes d'amis ou moins amis. Et je me dis, mais comment ces mêmes gens qui font ça toute la journée peuvent aller travailler à des endroits où on va leur demander de se taire pendant 8 heures? Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que ces gens-là, et Michel Serres le dit dans son livre, c'est pas eux qui vont changer, c'est vous.
c'est eux qui vont vous imposer le changement. Ça veut dire que ceux qui ne sauront pas traiter ces gens-là, les associer, les impliquer, vont petit à petit perdre la bataille. Alors on vous dit souvent, ouais, mais les nouvelles générations, la X, la Y, la Z, je ne sais plus où on en est, parce que je suis vieux, donc j'ai vu tout ça passer au fil du temps. Et on me dit, c'est plus pareil, c'était mieux avant. Alors ça, moi, je l'entendais dire par mes grands-parents, j'espère ne pas être obligé de le dire un jour. Et c'est vrai, les gens te disent, ouais, mais regardez, on n'arrive plus à recruter, les jeunes, ils veulent plus travailler, ils veulent plus. Et pour 100 € de plus, ils sont capables d'aller chez ton concurrent. Ben oui. S'ils s'emmerdent chez toi, autant s'emmerder pour 100 € de plus chez ton concurrent. Mais par contre, s'ils sont bien chez toi, parce qu'effectivement, ils y trouvent quelque chose qui continue à les rendre apprenants, qui continue à leur laisser penser qu'ils comptent là où ils sont, dans le projet auquel ils participent. Mais je pense que pour 100 € de plus, alors ils vont peut-être venir vous emmerder pour vous les prendre à vous quand même, hein, mais c'est pas sûr qu'ils abandonnent ça, ce qu'ils ont, pour 100 €. Donc je pense qu'effectivement, on a affaire aujourd'hui à de plus en plus d'acteurs qui ont un regard sur la vie professionnelle qui est un peu différent, et il va falloir se réadapter, et sûrement, j'ai écouté nos grands ambassadeurs évoquer le premier jour le décalage qu'il peut y avoir entre nos vieilles politiques européennes et ce monde qui va très vite et qui, de temps en temps, nous perd un peu parce que nous, on essaye de vouloir tout contrôler, tout vérifier, et ça va tellement vite qu'on ne vérifie pas grand-chose. Donc, je me dis qu'effectivement, on est de plus en plus dans un environnement qui change et qui bouge, et il faut être capable de le faire avec les gens avec qui on est associé. Et c'est pour ça que je dis que, par rapport à la question qui m'est posée, le monde de l'entreprise, moi j'ai l'impression qu'il a à gérer les mêmes populations que moi je peux avoir à gérer dans d'autres secteurs. On n'a pas la même activité, c'est tout. Pour autant, plus on va être capable de réfléchir avec, plus on va être capable de faire ensemble. Et plus on va faire ensemble, plus on va être efficace. Claude, ça fait la 3e fois que vous nous faites l'honneur de participer à nos activités et à nos forums. Vous commencez à connaître un peu les CCE. Je vais vous le rappeler, nous sommes 4900 bénévoles, nous avons augmenté puisque nous étions 4500 la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Nous sommes organisés en 145 comités et nous n'avons pas d'objectif de rentabilité. Nous sommes une association à but non lucratif. Mais comme toutes les entreprises, nous avons des sujets internes à régler, comme toute organisation. Ce n'est pas celui de la rentabilité, mais nous avons des sujets de la vague du numérique qui nous envahit, communication interne, parfois des problèmes d'organisation. Vous avez, ces 7 dernières années, réorganisé des fédérations de sport qui, elles aussi, sont à but non lucratif, n'ont pas d'actionnaires et n'ont pas de rentabilité. En vous inspirant de ce qui vous est arrivé avec ces fédérations, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux conseillers du commerce extérieur, à nos 4900 bénévoles, sur la façon dont nous devons travailler? Alors, d'abord, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui donnent du temps pour les autres. Alors c'est la fonction sociale, je dirais, de la communauté. Et d'une certaine façon, et cette notion de communauté, j'imagine bien que plus on s'éloigne de ses racines, plus on a besoin de retrouver un peu cette communauté. Alors le premier conseil que je vais vous donner, je l'ai tellement vécu dans le milieu sportif, c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on a le droit d'être médiocre. Le bénévolat, ça vous autorise pas à être inutile. Donc, si on s'occupe de quelque chose et si on vient le faire en plus pour les autres,
on se doit de le réussir. Ça, c'est la première règle. Parce que moi, des présidents de fédération ou de clubs qui te disent ça va, je fais le maximum, tu ne vas pas en plus m'engueuler. Ben si, je ne vais pas t'engueuler, mais laisse la place à quelqu'un qui va le faire mieux, quoi. Parce que si, effectivement, sous prétexte que... Parce que tous les bénévoles, moi je ne connais pas de bénévoles qui soient, ou alors c'est des saints, des séminaristes, je ne sais pas, des gens habités. Si vous le faites, c'est parce que vous y trouvez du plaisir. Et surtout, si vous n'y trouvez pas de plaisir, ne le faites plus. Au moins, que votre carburant soit effectivement ce que vous allez... C'est le plaisir de la rencontre, c'est le plaisir de l'autre, c'est le plaisir d'apprendre de l'autre ou d'apprendre de son expérience. Et donc, cette richesse, c'est celle qui, effectivement, doit vous habiter et d'une certaine façon doit vous permettre de mettre de l'énergie dans tout ça. Donc, après, je ne vais pas vous donner, c'est vrai que ça fait 3 fois que je viens ici, et par pitié, ne croyez pas que je vous fais le grand honneur de venir. Non, non. Je suis très heureux de venir, j'apprends plein de choses, c'est passionnant pour moi d'écouter des gens dans des secteurs d'activité qui sont très éloignés des miens, et quant à mon âge, on a encore la chance de pouvoir apprendre, on ne s'en prive pas. Donc si vous voulez continuer à m'inviter, je viendrai encore avec plaisir, je vais avoir un peu plus de temps. Et je prends des grandes vacances à partir du 1er janvier. Donc non, mais et franchement, je trouve ça magnifique déjà, l'idée même des CCE et cette capacité à réfléchir à comment accueillir les nouveaux arrivants et comment les aider à rentrer et à lire des situations qui peut-être sont assez différentes d'un pays à un autre, de trouver les liens avec les instances du pays. Enfin, je trouve que c'est tellement généreux dans la démarche qu'il faut à tout prix le préserver. Alors après, que ça génère des luttes de pouvoir, c'est la France dans sa grandeur. Il suffit qu'il y ait un président pour que tout le monde ait envie de l'être à sa place. Et pour autant, c'est pas forcément pour faire mieux, c'est juste pour être à sa place. Mais les politiques nous montrent le chemin tous les jours. Quand on écoute ce que j'ai écouté pendant 3 jours sur ce monde qui va à 200 à l'heure, et que vous regardez TV5 Monde et vous voyez les informations sur la situation politique de notre pays, tu te dis, mais à quoi ils jouent dans leur truc, là, entre eux, là, un truc, une espèce de pièce de théâtre ridicule, et ça va à 2000 à l'heure autour, et eux, ils font du surplace, en train de se regarder et de ne pas savoir qui sera là demain, qui sera... Donc, par pitié, continuez à vous occuper de tout. Ne laissez pas ces gens-là s'occuper de... Ils ont déjà du mal à s'occuper d'eux-mêmes. Claude, je suis un ancien président de Procter & Gamble et chez Procter, on a l'habitude de respecter le timing. Nul n'est parfait. Donc je vais vous poser, je vais dépasser, j'espère que Isabelle ne m'en voudra pas, on va dépasser de 2 minutes. Allez. Je vais vous poser une question qui va demander une réponse rapide. C'est ce que je sais faire. On est tous très curieux de savoir ce qui se passait dans le backstage des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pourriez nous donner une anecdote positive sur un sportif de ce qui s'est passé pendant les Jeux, qui puisse un peu nous exciter? Écoutez, oui, je vais vous donner. Je suis à Tokyo, donc il y a 3 ans, et c'est la finale du BMX. Alors, vous savez peut-être pas tous ce qu'est le BMX. C'est des adultes avec des gros gabarits qui jouent avec des vélos d'enfants. Voilà, c'est à peu près ça. Sur un circuit terriblement dangereux, parce qu'à chaque fois qu'il y a une chute, on se demande s'il va y avoir un mort. C'est vraiment très, très, très douloureux en termes d'accident. Et donc, je suis à Tokyo, et il y a 7 coureurs pour la finale, parce que le 8e n'a pas pu prendre part à la finale, il était tombé,
il s'était fait mal, et il y a 3 Français. Bon, et à l'époque, on voyait bien que les médailles avaient du mal à arriver. Là, je me dis quand même, là, tu peux te détendre. 3 sur 7. On va peut-être en faire 1, 2, voire peut-être même 3. Donc, fin de la course, 0. Et là, je regarde et je dis, non, là, c'est la punition. 0, pourquoi? Parce qu'en plus, ils se rentrent dedans les uns les autres. Ils n'ont pas dû bien voir qu'ils avaient le même maillot, quoi. Ils n'ont pas repéré le truc. Et donc, 2 mois plus tard, on était sur un séminaire de coach, et j'attrape un peu le coach de l'équipe, là. Et il me dit, ouais, mais tu sais, chez nous, c'est comme ça. Nous, il n'y a pas d'équipe, c'est un sport individuel. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, je ne savais pas d'où venait le problème, maintenant, je l'ai identifié. Le problème, c'est toi. Parce que si toi, tu es déjà persuadé que c'est normal, qu'ils se battent entre eux, ben moi, je vais arrêter de te donner de l'argent à toi, l'argent du pays pour faire des médailles pour le pays. Si toi, tu considères que c'est pas important, ben tu vas te débrouiller avec ton pognon à toi. Alors là, il comprend qu'il s'est trompé, donc il fait amende honorable. Et donc, tout ça pour dire que pendant 3 ans, on accompagne, on va voir les athlètes. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'ils sont concurrentiels et tout. Et je suis à côté de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, là, à l'endroit de la course, sur les Jeux à Paris. Et là, ils sont 3 en finale, et ils font 1er, 2e, 3e. Et là, non, mais j'étais pas sur le vélo, heureusement pour la France. Mais ils font 1er, 2e, 3e, et je vois en plus les 2 premiers passent, et ils se retournent sur la ligne d'arrivée pour regarder si le 3e est là. Et dès qu'ils sont passés, les 3 s'embrassent, et ils viennent de vivre un moment magique. Et je me dis, si on n'intervient pas, si on laisse faire les habitudes, si on laisse faire la culture de ce sport, on aura potentiellement le même résultat dramatique qu'à Tokyo. Donc, faire le boulot de temps en temps, c'est quand les dirigeants dirigent, quand les entraîneurs entraînent, que chacun fait son boulot. Et quand tout le monde pense que ça va se faire tout seul, ben, souvent ça ne se fait pas. Donc voilà, ça c'était une belle anecdote. Et le président de la République, qui était 2 rangs devant moi, qui se retourne et qui me fait ça, je disais, si tu savais d'où on vient, il ne suffisait pas de monter sur le vélo. Non, mais il y en a plein des comme ça, Teddy Riner aussi, enfin, c'est magique. Vous pourrez continuer à Oui. en parler à Claude cet après-midi. Je vous demande de vous lever et d'applaudir Claude Onesta. Merci beaucoup, Claude Onesta. Merci, Michel. Voilà un discours toujours inspirant. Même si on vous entend depuis la 3e fois, chaque fois on prend autant de plaisir à vous écouter. Ce qui m'embête, c'est quand tout est écrit, il y en a qui vont pouvoir le lire. On a des preuves de ce que vous avez dit, effectivement. Merci beaucoup, Claude Onesta, et pour un discours qui vaut bien un cadeau. J'appelle Jean-Michel Pifteau, président émérite du comité Chine des conseillers du commerce extérieur de la France. Merci beaucoup, Monsieur Pifteau, de remettre ce qu'il mérite à son tour. Ce n'est pas une médaille, Claude, mais je ne sais pas ce qui se cache d'ailleurs dans cette jolie boîte. Mais vous allez le découvrir et nous le dire. Vous ne savez pas non plus. Des mugs. Des mugs pour boire du thé. Ah voilà, du thé masala qu'on apprécie tant. On vient devant la scène. Devant.